Bonjour à tous et à toutes. Donc on n'est pas si nombreux que ça aujourd'hui, on a eu pas mal d'annulations sur la journée. On va être un peu plus nombreux, mais bon, ce sera encore plus qualitatif. Il y aura encore plus d'échanges privilégiés. Donc bienvenue à cette soirée Parents Santé qui accompagne la lombalgie chronique. Je vais vous présenter tous les intervenants et donc on est là pour une table ronde qui durera une quinzaine de minutes et il y aura après un temps de questions d'une vingtaine de minutes et après un temps de cocktail pour des échanges un peu plus informels. Alors moi je suis Cassandra Marc, je suis chargée de mission à la CPTS de Brest. Et donc, depuis fin 2022, la CPTS porte un projet sur la lombalgie chronique et donc l'ensemble des professionnels de santé qui sont présents autour de la table ronde, dont font toutes et tous partie du groupe de travail. Donc de ce groupe de travail est née une affiche sur le parcours d'un patient atteint de lombalgie chronique. Elle est là-bas, donc si vous voulez partir avec ou juste la regarder, elle sera derrière vous et disponible. Donc ça détaille l'ensemble des professionnels qui s'intègrent dans le parcours d'un patient qui souffre de lombalgie chronique. Pour commencer, on va débuter cette table ronde avec le docteur Thomas Simon. Donc vous êtes médecin du sport, docteur Simon. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous définir ce qu'est une lombalgie chronique ? La lombalgie chronique, la définition, c'est de leur lombaire persistant, plus de 3 mois. Donc on va pas parler de lombalgie chronique dès les premiers jours où on fait un mal au dos. On sait que le mal au dos, ça va concerner 80% des adultes au cours de leur vie. Donc on va forcément être atteint à un moment ou à un autre, quasiment, avec l'impact sur la qualité de vie, qu'on dit la santé au sens de l'OMS, c'est le bien-être à la fois physique, mental et sociétal. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte dans le cadre de la lombalgie, parce que l'équilibre chronique, des répercussions psychologiques qu'il faut prendre en charge aussi dans ces cas-là. Après, les causes de la lombalgie, elles sont multiples. On voit des causes mécaniques, des causes inflammatoires et des causes psychosociales qui peuvent être prises en compte. Ils doivent être pris en compte, notamment chez tous les patients. Et donc le problème, le rôle derrière du médecin, notamment du médecin généraliste, c'est le problème de la coordination. Des complications qu'on a chez les patients dans la prise en charge, c'est le problème de communication les uns avec les autres. Il ne faut pas que chacun soit chacun de son côté faire son suivi auprès du patient. Il faut prendre en compte l'ensemble et ça va être le rôle central du médecin généraliste qui va pouvoir coordonner aussi les choses là. Il connaît le patient dans son environnement à la fois social, familial, dans le niveau du travail aussi également. Et il va pouvoir coordonner des choses de manière globale. C'est lui qui va faire le premier suivi, les prescriptions d'examen si nécessaire. Parfois, à la demande des patients, c'est directement à l'imagerie, mais l'imagerie n'est pas forcément obligatoire, pas forcément nécessaire. Les imageries, sauf cas d'urgence, on ne va pas en faire avant 6 semaines d'évolution de la pathologie, parce qu'il n'y aura pas forcément d'influence, sauf éléments de gravité clinique. Donc le patient doit passer par le médecin généraliste pour le diagnostic. C'est le parcours de soins. C'est le parcours de soins. On va passer par cette voie-là et qui a pour ensuite coordonner un peu les choses, orienter parce qu'il y a les soins nécessaires, la rééducation, l'activité physique dans l'idéal, d'orienter aussi vers les autres professions de santé si nécessaire. Donc on parle le kiné, le podologue, psychologue, etc., avec un échange avec les différents spécialistes qui peuvent intervenir. Le médecin du travail, quand c'est une pathologie liée au travail, après, ça va être éventuellement le rhumatologue dans certains cas. Le médecin du sport, ça peut arriver, on en a de temps en temps, mais notre rôle, c'est principalement d'orienter les gens vers l'activité physique qui leur est adaptée, les sports qu'ils peuvent réaliser ou pas. Nous, notre rôle, principalement, c'est d'aider aux gens de bouger. C'est vraiment notre rôle central sur ce plan-là. C'est ça, les patients qui sont atteints de lombalgie chronique passent par leur médecin généraliste, mais ne passent pas forcément par un médecin du sport. Pas forcément. On est vraiment en accès direct, des gens qui viennent directement, mais ils vont d'abord passer par le médecin généraliste qui va être pas le pivot central, parce que s'il y a des patients qui vont devoir s'arrêter un moment, c'est d'abord le médecin du traitant qui va gérer le suivi de la pathologie. Ok. Et donc oui, vous voulez nous parler aussi du fait de cette prise en charge
pluridisciplinaire. Oui, vous nous avez aussi la coordination. Et par contre, je voyais dans la présentation d'issue, vous disiez qu'il y avait quelques idées reçues aussi. Beaucoup d'idées reçues sur la lombalgie. Ouais. Je vous laisse développer du coup. C'est qu'on a tué des gens, on a tué des lombalgiques parce qu'on leur a dit qu'avant il fallait se reposer. C'était du repos poli. On a tué des dents de cette manière-là, les gens restaient allongés, et les gens faisaient des phénites, des embolies pulmonaires et décédés. Parce qu'on a recommandé aux gens qu'il fallait se reposer. Un peu le même problème qu'on a avec les infarctus, où on dit aux gens, il ne faut plus faire d'activité physique. Et le problème, c'est qu'on tue les gens parce qu'on sait maintenant que l'activité physique va être un facteur prépondérant de prévention primaire, secondaire, à la fois sur plan cardio, sur plan mécanique, etc. Sur plan des cancers aussi également. Donc on sait que le mouvement, c'est le meilleur des remèdes qui existent. Donc les gens, bougez. Et le problématique, c'est que les gens, ils attendent la solution miraculeuse ou donnez-moi un médicament, donnez-moi une pilule, trouvez-moi quelque chose, vous venez de sortir besoin de se faire et je sois guéri. Et donc la problématique, c'est d'éduquer les gens sur ce phénomène d'état. Et il faut que tous les spécialistes, toutes les professions de santé qui vont intervenir dans le parcours du soin des patients rabâchent ce côté-là de dire vous êtes le premier médicament. Ouais. Donc après, le problème, c'est de dire les disques déplacés, les vertèbres déplacées, les idées reçues qu'on a derrière, il faut remettre ça en place, remettre l'ostéome a mis en place, etc. On a des discours qui reviennent derrière, c'est la problématique des patients qui veulent à ce moment une imagerie. On va trouver une IRM, on va trouver une discopathie, et les gens vont se focaliser là-dessus. La discopathie, elle est présente chez plein de gens, elle n'est pas forcément symptomatique, et c'est pas forcément ça qui fait mal. Donc le problème de ça, c'est l'image, des fois, va implémenter finalement une image dans la tête du patient qui va se dire c'est à cause de ça que j'ai mal, donc il faut que cette pathologie qu'on voit sur cette image-là disparaisse. Et là, si on a perdu si le patient rentre dans la tête. C'est pour la problématique de se dire c'est pas parce qu'on a une image pathologique que forcément c'est la cause du problème, mais c'est pas forcément la chose à traiter. Comme dit, on traite des patients, on ne traite pas des images. Donc, on revient sur l'IRM, ce que j'ai évoqué jusque-là, donc pas de maladie sématique. Et aussi, des fois, les gens disent qu'il y a une discopathie, donc il faut opérer. Donc là, ce n'est pas une des idées reçues qu'on peut avoir, les gens disent j'ai une discopathie, donc il faut m'opérer. On rentre au bord de la solution, la solution de clade non noire, on fait un traitement à un instant T, ça résout mon problème et j'ai plus de soucis derrière. Comme on voit le problème, nous, sur le plan médical, notamment les rhumatos, c'est l'infiltration. Je veux une infiltration, comme ça va être résolu derrière. C'est dans la tête, le problème, on sait que la douleur, ça a une influence sur la psyché, on le sait bien, plus la douleur est chronique, plus il y a une influence là-dessus, donc la douleur, c'est quelque chose qui est notable à ce niveau-là. Il y a des examens qui ont été faits, des IRM fonctionnels, qui montrent que chez le patient qui est douloureux chronique, je passe au sens large, la zone de la douleur, elle s'allume. Oui, si on considère dans la tête, mais la douleur, elle est réelle. C'est un ressenti, et celui-là, la douleur, elle est non négociable. On ne peut pas dire à un patient, non, on n'est pas mal, il n'y a pas de raison d'avoir mal. Il y a une douleur, il faut comprendre la cause, qui peut être de plusieurs causes, comme la cause mécanique, la cause psychosomatique. La douleur, elle est là, elle est non négociable, ça reste une information. La douleur, c'est quelque chose qui est présent, et ne pas dire simplement, votre examen est normal, donc vous n'avez pas de raison d'avoir mal. On est toujours perdant dans ces phénomènes. Et puis, moi, de mon côté, c'est vrai de dire le sport est interdit, non. Il y a des lombalgiques, j'ai des discopathiques, il y a des cro-discopathiques. On se rend compte que finalement, quand ils allaient mieux, quand ils faisaient du sport. Bien sûr, il faut rester raisonnable, adapter les choses, et rien n'interdit. D'une manière formelle, on s'adapte. On essaie de lutter contre cette idée reçue, peut donner véhicule aussi par les médecins, de se dire vous êtes discopathique, pour arrêter le sport. Il n'y a pas de raison. Et là, on est pareil, on est sur des gens, à qui on a vu les imageries, on a vu une discopathie, donc elles vont quand même. Donc on repart sur le mouvement, du coup c'est une parfaite transition pour passer au rôle du masseur kinésithérapeute. Donc Caroline Alnec, vous êtes masseur kinésithérapeute et donc vous intervenez aussi auprès des patients souffrant de lombalgie chronique. Donc on a vu que ça touchait
beaucoup d'adultes avec le docteur Simon au cours de leur vie. Donc finalement, vous devez avoir aussi des profils de patients plutôt variés. Alors, comme ça fait un moment que j'ai orienté mon activité sur le mouvement et la prise en charge active, j'ai une patientèle qui est celle d'ici, des personnes qui sont actives dans la vie active, parfois, je ne vais pas dire surmenées, mais très actives, et avec leur histoire. Leur histoire physique et leur histoire d'événements de la vie. Voilà mes passions. Moi, je m'occupe beaucoup de femmes, mais... Et du coup, qu'est-ce que vous mettez au cœur de votre pratique, vous, professionnels, pour que ces patients qui viennent vous voir avec cette cause-là, en tout cas, de lombalgie chronique? Alors, pour moi, le plus important, c'est d'être un accompagnant. Donc, d'identifier les problématiques du patient pour pouvoir lui proposer des outils que moi je connais et que lui ne maîtrise pas encore. Donc, mon objectif, ça va être de comprendre son environnement de vie, de comprendre ses besoins, de voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et de trouver des voies de passage pour qu'il m'entende et que je puisse avoir un impact direct dans son quotidien. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous vouliez développer ce que vous aviez mis dans votre présentation. Alors, oui, donc c'est ce que je dis. C'est déjà de comprendre les habitudes de vie et de partir de ce que le patient aime faire et des mouvements qui lui semblent très simples mais qui le soulagent. Et donc, souvent, je pars de ce que le patient sait déjà faire et je vais petit à petit intégrer des choses qu'il va s'approprier facilement puisque je m'intègre à sa vie. Je ne cherche pas à lui apprendre des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il aime faire. Bon, des fois, il y a des gens qui ne font rien du tout, mais c'est très rare, j'en ai. Donc voilà, c'est cette première partie. Et ensuite, dans ma pratique, dans la séance, mon objectif, ça va être de restaurer toute forme de sensation. En général, un patient douloureux chronique et lombalgie chronique, il va avoir beaucoup d'appréhension. Le trajet douloureux, l'information douloureuse et anxieuse va se déclencher très vite. Et donc, mon travail va consister à restaurer la perception de la sensation. Qu'est-ce que c'est une sensation d'étirement? Qu'est-ce que c'est une sensation de contraction? Qu'est-ce que c'est une sensation de relâchement? Et donc, ramener la sensation de douleur dans le panel des sensations. Ça, c'est une première partie. Et donc, je vais travailler avec deux principes, le mouvement et la respiration. Quand on est stressé, quand on a mal, on arrête de respirer. Or, la respiration doit devenir plutôt une ressource quand on court. La respiration est clairement un super soutien. Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Donc, je vais restaurer avec le patient qu'est-ce que c'est la sensation d'inspiration. J'expire, qu'est-ce qui se passe, je touche pour voir comment ça bouge à l'intérieur. Et puis, le mouvement, je disais, voilà, c'est ça, les sensations de contraction, d'étirement, de relâchement. Et puis voilà. Et oui, ramener du plaisir à bouger, sans idée de performance, sans idée de devenir plus fort, de se renforcer. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le travail du kinésithérapeute n'est pas de renforcer la personne, mais de l'accompagner pour que sa douleur chronique lui permette quand même de faire du sport, de prendre du plaisir quand il doit aller faire un sentier côtier avec ses enfants sans souffrir le soir, et lui donner des outils. Et ça passe par... parfois, c'est juste mettre du chaud à des moments, savoir utiliser une ceinture lombaire et sortir des idées aussi reçues. Si je mets ma ceinture, je vais me démuscler, alors qu'il est déjà désadapté à l'effort et que de toute façon, il a des hypertonies. Bon. Donc, c'est comment j'utilise mes outils. Et donc, le kinésithérapeute est vraiment là pour apprendre, pour transmettre aux gens comment utiliser les outils qui sont à sa disposition.
Voilà. Et donc dans le mouvement, il y a de l'actif, il y a la conscience des abdominaux, des hypertonies, comment en fait les muscles, comme ils ne sont pas assez forts, ils se contractent très vite, très fort, et donc ils créent de la pression, ils créent de la douleur. Et donc ça c'est une autre part de renforcement, mais voilà. Moi j'utilise le yoga, le pilate, des techniques qui sont douces, mais qui sont complètes. Voilà. Très bien, super. Et du coup, on va glisser vers l'activité physique adaptée avec Paul Cerquereau. Donc vous êtes enseignant en activité physique adaptée, voilà, au cœur du mouvement également. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous détailler ce que c'est l'activité physique adaptée ? Comme son nom l'indique, l'activité physique adaptée, c'est la prise en charge de l'individu en activité physique, de sorte à ce que, peu importe le profil de la personne, tout le monde soit en capacité d'effectuer un mouvement. Donc ça peut être n'importe l'âge, les capacités, la pathologie. Le but est de pouvoir proposer quelque chose qui puisse en tout cas être maintenu dans la durée. Et dans le cas de la neurologie chronique, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'incorporer en tout cas sur le long terme, parce qu'on se rend compte qu'en tout cas au niveau de l'inactivité, les premiers résultats arrivent les 2 semaines, une fois qu'on arrête un petit peu de se dépasser. Donc on va avoir un retour de la neurologie chronique qui commence à arriver. Et c'est pour ça qu'on essaye justement, comme ça a été dit déjà précédemment, de travailler un maximum sur l'aspect plaisir et la mise en place des activités quotidiennes pour proposer des alternatives qui permettent soit de limiter un petit peu la progression de la douleur, soit en tout cas de proposer des choses qui vont, sur la durée, venir les limiter ou éventuellement les diminuer un petit peu. Ce qu'on essaie de faire au départ, nous, en tout cas en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, c'est de proposer une évaluation qui soit axée, comme le disait Dr Simon, sur différents points. On essaie en tout cas de travailler au niveau bio-psychosocial pour vraiment prendre l'individu dans sa globalité. Malheureusement, nous on n'a pas forcément que des actifs qui viennent nous voir, donc on peut avoir des profils extrêmement différents. Et on a plutôt des personnes âgées, en tout cas qui sont de lombalgie, qui viennent nous voir, donc on essaie aussi de se baser sur leur activité quotidienne, qui peut parfois être très, très réglée, pour ça croit. Et nous, le but, ça va être de leur proposer des alternatives. Oui, du coup, vous vous adaptez vraiment au profil du patient et de ce qu'il peut faire physiquement et psychologiquement aussi. Enfin, comment il peut l'intégrer du coup dans son quotidien. C'est ça. Parce que, comme encore une fois, ça dit un petit peu, et quand on souffre de douleur chronique, forcément, on va avoir quelques réticences à effectuer des mouvements. Et donc, notre but, c'est de créer un schéma et en tout cas, des choses sur une situation de confiance, dans lequel on tente des choses, alors de façon maîtrisée et sécurisée, pour que justement elle puisse petit à petit chercher à augmenter son potentiel de déplacement et maintenir ça dans son quotidien. Si on prend un petit peu deux mêmes personnes qu'on peut avoir au cabinet d'un même âge, donc ça peut être par exemple, je sais pas, deux actifs de 50 ans, l'un est en arrêt depuis 6 mois et manutentionnaire, l'autre est cadre et hyperactif, forcément on ne va pas pouvoir proposer la même chose. Donc on essaie vraiment de s'adapter, et c'est pour ça que nous on essaie aussi d'inclure des prises en charge en groupe. Parce que là, dans l'un des 2 profils que j'ai donné, on parle aussi d'isolement social. Et mais de rien, on se rend compte quand même pas mal, au niveau des études de la littérature scientifique, que le fait de réintroduire de l'activité physique dans son quotidien va permettre aussi de refaire la socialisation et de maintenir plus facilement ce niveau d'activité physique. Et du coup, ce côté collectif aussi incite peut-être ceux qui sont plus sédentaires à s'appuyer sur ceux qui sont plus actifs. Peut-être. Ouais. Et justement, ça reprend un petit peu la démarche en ETP qu'on va peut-être avoir le temps d'aborder plus tard, mais le but est aussi de se servir de ceux qui ont un peu plus d'expérience comme de patients experts. Et là, nous, c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignant à bas, c'est de s'effacer un petit peu pour aussi les laisser trouver, eux, des situations ensemble qui puissent potentiellement amener des résultats, et ils le prendront un petit peu mieux que si c'est nous qui le donnons, parce que c'est avec des personnes qui lui mettent potentiellement notre profil. Donc c'est souvent un peu mieux reçu et à plus facilement de monter. Oui, c'est ça, les patients sont plutôt volontaires de participer à cette démarche. Ouais. Et c'est la chance qu'on a pour l'instant, comme nous on se concentre sur des groupes de maximum 4 personnes.
ça permet de créer aussi cette récurrence-là dans les menus, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent pour un créneau. Donc c'est des gens qui se connaissent, qui créent aussi une relation. Et ça arrive aussi parfois que maintenant, ils commencent à organiser des choses directement entre eux. Donc c'est pas que sur le thème de l'activité physique, ce serait bien cette thème beaucoup demandé, mais en tout cas ça permet aussi de maintenir ce lien et de continuer en tout cas à maintenir des locations. Et donc, alors vous, c'est votre pratique, mais donc, du coup, ça passe par l'activité physique et c'est réintroduire le mouvement dans le quotidien du patient, au final. Et puis, il y a cet aspect social, du coup, vous mettez aussi en avant du fait de partage comment dire, de pratique, de contact, en tout cas, entre patients. Oui, deuxièmement, c'est ça. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Non. Ah, c'est tout bien. Merci. Alors, du coup, on va passer à Marianne Pégarel, qui est donc pédicure-podologue et qui là aussi également sa place dans la prise en charge d'un patient souffrant de lombalgie chronique. Marianne, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire dans les grandes lignes ce que c'est le métier de pédicure-podologue? Alors, il faut savoir qu'il y a des confrères qui ne font pas forcément pédicure et pédologue. Donc, c'est pour ça que je peux préciser. Donc, les pédicures, ce sont ceux qui s'occupent des soins, donc la partie cutanée plantaire qui me paraît importante. Et ensuite, il y a toutes les techniques de rééducation avec le port d'orthèse. On a aussi la possibilité aujourd'hui de grader les diabètes, les diabétiques, la neuropathie du diabétique, pour avoir une prise en charge au niveau des soins. Et puis on a aussi des conseils de chaussage, on a aussi des prescriptions, on peut aussi évidemment orienter le patient qui a besoin de l'augmenter. Voilà. Ok. Et donc, on va voir un petit peu avec vous l'impact que le pied peut avoir sur la posture au final. Alors, le pied, il est essentiel à la marche. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut faire de l'activité physique adaptée ou de la kiné, il faut évidemment avoir un pied, un socle qui soit en bel état. Donc, on va d'abord le patient, quand il arrive et qu'il arrive de la salle d'attente et qu'il va vers le bureau, on peut déjà observer la marche. Donc, la marche, évidemment, elle évolue au fil du temps, entre la personne âgée et les jeunes. Il y a aussi la façon de marcher peut aussi introduire aussi la posture au travail. Il y a des gens qui ont une posture au travail qui vont garder aussi parfois dans la marche. Donc on va essayer de voir ça. Donc bien sûr, on va selon nos types de consultation. Donc là, en l'occurrence, c'est la lombalgie chronique, mais on peut quand même essayer de voir quand même le patient dans sa globalité. On s'aperçoit qu'il aura quand même d'autres pathologies que la lombalgie. Et donc, on va faire un examen au prime abord sur l'aspect cutané cantaire. Donc, donc voilà, on va voir au niveau des soins s'il y a besoin de soins. Alors si le professionnel n'est pas podologue, il pourra toujours orienter le patient chez un pédicure. Alors ensuite, on regardera au niveau des douleurs, au niveau du pied, bien sûr. Donc il peut y avoir des pathologies neuromusculaires ou co-articulaires. Donc il y a toutes les parties que l'on peut décharger au niveau du pied, ce qu'on appelle les épines irritatives. Donc on sera plutôt dans la semelle mécanique. Avec ça aussi, il y a des podologues qui ont différentes techniques. Il y a la semelle mécanique et la semelle proprioceptive qui s'introduit aussi avec la semelle de posture. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi séparer parce que je pense que tous les praticiens, les professionnels n'exercent pas de la même façon. Voilà. Donc moi je fais plutôt de la semelle proprioceptive et la semelle de posture. La semelle mécanique elle est aussi importante. C'est sûr que si vous avez un patient qui a une douleur au talon, il y aura une démarche avec une compensation.
il aura une bascule qui sera avec une compensation, mais qui ne sera pas forcément réelle. Après, les bascules, il y a toutes sortes de bascules. Il y a les bascules qui sont plus ou moins récentes, si elles sont anciennes, en tout cas, elles sont déjà bien compensées. Donc, on ne va pas forcément donc corriger cette bascule de la même manière. Et puis, il y a des bascules, on peut voir donc, sur l'aspect au niveau de l'examen morphologique, on va voir par exemple un patient, donc dans ma diapositive suivante, par exemple, au niveau morphologique, on a un patient sur la gauche qui a une bascule qui est liée surtout au fait qu'il a un genou valgum et un flexum de genou. Mais en réalité, si on regarde sur une table allongée, on s'apercevra que finalement la bascule, elle est plutôt à droite, alors que debout, elle va être un peu à gauche. Voilà, donc il faut vraiment bien regarder. Donc, là, au niveau morpho, donc, il y a de face, de profil. Donc, par exemple, de profil, on peut voir aussi une antéversion du bassin. On peut voir de dos, on peut voir aussi une rotation du bassin, une bascule scapulaire. Donc là, voilà. On examine aussi c'est assez technique. On examine aussi donc les appuis du pied. Donc là, on a par exemple un barocentre qui est assez important. Ce sont des oscillations en fait qu'il y a entre l'avant et l'arrière et sur les côtés. Donc, plus elle est importante et plus on va se rendre compte que le patient a une perte d'équilibre. D'ailleurs, il a souvent des problèmes de coordination. Il a aussi des problèmes parfois de langage, ça peut arriver. Donc c'est vrai que des fois ça peut être une indication. Ensuite, on va regarder aussi, on peut faire ainsi avec des tests. Alors donc le test du posturodynamique est un test qui est validé par Philippe Villeneuve. C'est un test que j'utilise beaucoup, surtout dans les lombalgies chroniques. Ça fonctionne très bien en fonction des éléments qu'on va mettre au niveau du pied. On va faire une stimulation. Donc on va aussi jouer sur la proprioception. Il y a aussi la rotation de terre qui est aussi très intéressante. On va avoir une meilleure amplitude selon l'utilisation des éléments de semelle que l'on va mettre. Qu'est-ce que je peux peut-être d'autre ? Et du coup, le choix d'une chaussure adaptée à toute son importance. Alors, chez la posture, oui, souvent, moi je le remarque assez souvent, c'est que, par exemple, des chaussures de type Converse, on va avoir beaucoup de pathologies, des douleurs déjà au milieu du pied, des épicalcanéennes, des nuits entre les volutes plantaires. Et puis, surtout, on va avoir plus de lombalgie chronique aussi avec des chaussures plates. Et même sur certains patients, ça m'est arrivé de voir des patients qui ont été opérés. Je me suis rendu compte qu'avec les chaussures qui étaient rehaussées ou alors un élément de semelle à l'arrière, c'était super efficace. C'est-à-dire qu'il gagnait en amplitude. Et ça pouvait faire disparaître quelquefois la boiterie qu'on pouvait voir au départ, et c'est assez impressionnant. Donc le choix des chaussures est très très important. Il y a toutes des chaussures aujourd'hui qui sont pas vraiment des chaussures ergonomiques, c'est plutôt un accessoire de mode. Et la chaussure, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est comme le fauteuil sur votre table de travail, ou bien c'est comme le matelas aussi. Des fois, ça peut arriver que certains patients se plaignent de douleurs extrêmement importantes le matin. Donc, on peut éventuellement envisager aussi de changer son matelas de temps en temps. Voilà. Ok, très bien. Marianne, vous voulez ajouter des choses ? Non, ça serait... Comme quoi, le métier le pédicure-podologue a toute sa place dans le parcours d'un patient suite ou une maladie chronique. C'est quand même essentiel au niveau du socle. Donc, si on a des problèmes de pied, effectivement, ne serait-ce qu'un petit grain de sable dans la chaussure, on va modifier sa posture. Donc, évidemment, ça paraît anodin comme ça, mais c'est tout part en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. Du coup, Marianne Garcia du Romazan, vous êtes diététicienne. C'est ça. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas une grande question à laquelle on penserait en pensant à une prise en charge de patients atteints de lombalgie chronique, mais qui fait tout de même une partie de cette prise en charge. Du coup, peut-être que vous pouvez nous détailler
Alors effectivement, on ne pense pas au rôle de la diététicienne à la prise en charge de la lombalgie chronique. Et en fait, moi je prends les patients en charge d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que je vais venir essayer de faire un cercle vertueux par rapport à ces patients. D'habitude, il arrive chez moi, il arrive, c'est soit le médecin généraliste, soit le rhumatologue qui l'envoie chez moi pour perdre du poids. Erreur. Envoyez jamais un patient pour perdre du poids. Il n'en a pas envie. Alors quand il arrive chez moi, il vient comme ça, mais comme ça. Et en fait, le rôle de l'alimentation, il est plutôt un point important parce qu'il y a deux facteurs. Soit le patient il a une alimentation qui est pas équilibrée, moi j'appelle inflammatoire, qui va venir agir au départ sur un facteur inflammatoire que c'est vrai, c'est pas la base de la lombalgie quand elle commence, mais c'est la durée de cette inflammation qui va faire la chronicité de la lombalgie. Et c'est-à-dire que là, il y a l'alimentation qui peut venir empirer la situation. Et l'autre facteur, c'est moi je peux aider le patient, je ne fais pas des miracles, mais avec une alimentation équilibrée qui va lui permettre vraiment de venir améliorer la douleur. Pourquoi je dis créer un cercle qui est vertueux? C'est tout simple, le patient il arrive chez le médecin généraliste et rhumatologue parce qu'il a mal. Et comme il a mal, il prend plein des anti-inflammatoires, il continue à avoir mal. On lui dit parfois, bon, il a dit le docteur Simon, ben, vous savez rien, on ne comprend pas, vous savez mal, c'est comme ça. Et comme il a mal, il mange. Et comme il a dit qu'il faut maigrir, il n'en a plus envie. Comme il a mal, il s'isole. Comme il a mal, il déprime. Et là, j'arrive et quand il me dit, je veux perdre du poids, parce qu'on m'a dit de perdre du poids, à la base, j'essaie de voir le patient, je lui demande tout simplement, je fais une enquête par alimentaire. Souvent, c'est des patients qui ont, comme il a dit Paul tout à l'heure, entre 50 ans voire plus. Alors, ils sont des pathologies associées et j'essaie vraiment d'étudier vraiment toute la journée alimentaire. Et là, à travers un score, je parle très mal français, mais encore plus mal. C'est-à-dire, il y a un score qui s'appelle le Dietary Inflammatory Index. Et en fait, tout simplement, je viens mesurer l'index d'inflammation. Plus il a une alimentation qui l'index est élevé, plus l'alimentation est inflammatoire, on vient travailler là-dessus. Et après, c'est très simple, parce que souvent, pour résumer, les aliments les plus inflammatoires, c'est tout ce qui est aliments préparés, vous êtes informés, infrainformés. Et du moment où il met en place juste des petites astuces, le patient il va vraiment avoir une amélioration au niveau de la douleur. Et quand il voit une amélioration au niveau de la douleur, mais il commence à perdre du poids. Et après, pour moi, c'est très facile parce que quand il voit les côtés positifs, bah, le chemin il s'est fait tout seul. Alors, là tout à l'heure, dans l'inflammation, on parlait du rôle des oméga 6 et d'oméga 3. Souvent en France, on mange énormément d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Il faut savoir que dans l'excès d'oméga 6, il vient vraiment avoir une influence sur tout ce qui est cytokine pro-inflammatoire. Et moi, tout simplement avec l'alimentation, ce que je viens faire, c'est chez ces patients-là, c'est dans un premier moment, je viens augmenter les oméga 3 et réduire l'excès des oméga 6 à travers l'alimentation. Tout simplement, manger un poisson gras par semaine, manger des noisettes, varier les huiles d'olive, varier les huiles entre l'huile d'olive et l'huile de colza et des tournesols. Et après, bah, il y a aussi, je pose la question si tu fais une activité physique adaptée. J'insiste sur l'activité physique adaptée et pour qu'elle soit prise en charge que des personnes qui ne vont pas lui faire plus de mal que du bien. Et après, je demande s'il y a une prise de charge aussi avec les psychologues, parce que c'est hyper important. Et c'est un travail qu'on fait en pluridisciplinaire. Et ça, c'est ma prise en charge que malheureusement, on n'en pense pas souvent. Mais n'envoyez plus les patients pour perdre du poids, mais envoyez plutôt en lui disant on peut faire à travers l'alimentation quelque chose au niveau de l'inflammation. Et donc en revoyant ce discours, Marianne, avec les patients, ça fonctionne. Enfin, il y a aussi un sorte de switch dans leur tête aussi, où ils restent quand même sur cette idée de perte de poids. Alors,
c'est pas automatique. Il y a des patients qui très vite ils vont voir la différence, il y a ces switches. Et il y a d'autres patients, en fait, il faut que le patient il comprenne qu'il est acteur. Parfois, il ne comprend, c'est vrai, il n'est pas dans le premier rendez-vous, mais souvent, au bout des 2-3 rendez-vous, il commence à comprendre qu'il doit être acteur et le switch, il s'est fait vraiment, parce que parfois, il ne va pas tout mettre en place. Quand il part de chez moi, on a plusieurs objectifs. Moi, je lui dis, il n'y a pas d'échec, il y en a 4 objectifs. Si vous faites un, c'est déjà bien. Et le 1, moi, je commence vraiment pour tous ceux qui peuvent être informés, ultra transformés. Et déjà, quand il y a un patient qui mange, parce que je fais le calcul, s'il mange 25 plats ultra transformés dans le mois et qu'il passe à 8, il voit déjà la différence. Lui, il ne le voit pas comme moi, les cytokines, l'oméga 3, l'oméga 6, le pro-inflammatoire. Il voit juste qu'il se sent mieux, il connaît bien. C'est pareil, moi, je ne le fais pas monter la balance, je lui demande comment il se sent dans ses vêtements. Et le fait de se sentir plus à l'aise dans les vêtements, c'est là où il commence le déclic. Et vous avez aussi des profils variés de patients qui là, quotidienne qui sont atteints de maladies chroniques. Il y a plein de différents profils aussi, vous observez? Moi, j'ai plus des hommes que des femmes. Et souvent, ils sont entre 45 et 60 ans. D'accord, ok. Très bien. Merci beaucoup, Marianne. Merci. Et donc, on va clôturer cette table ronde avec Marie Kernis. Donc, vous êtes psychologue libérale, Marie, et vous intervenez aussi auprès de patients souffrant de l'hémorragie chronique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment la douleur peut avoir un impact sur la santé mentale du patient? Donc on sait que les patients vont avoir des impacts en fait, la douleur va avoir un impact sur différents aspects de leur vie. Ça peut être le travail, la personne peut être en arrêt effectivement. Moi j'ai souvent des patients qui ont beaucoup de mal à accepter les arrêts. Quelquefois dans certaines circonstances on va être obligé de travailler un changement d'emploi. Donc accepter, peut-être faire le deuil en fait d'un ancien emploi et puis trouver la motivation pour aller vers autre chose. J'ai une patiente là, c'est arrivé peu avant la retraite en fait, et donc elle a été en congé longue maladie. Donc il a fallu travailler là-dessus, c'est voilà, je finis ma carrière comme ça, c'est un sentiment de non-aboutissement. Et puis une arrivée dans la retraite qui est une phase même aussi très importante de la vie. Voilà, sur ce sentiment qui peut être un sentiment d'échec parfois. À la maison, au niveau du ménage, du bricolage, on peut être limité dans ses activités. On peut toujours avoir envie de faire plus, de faire autant qu'avant, parce qu'on se sent souvent différent par rapport à la personne qu'on était avant. On peut se comparer aussi beaucoup aux autres, et donc c'est accepter et puis aider de manière complémentaire en fait avec les autres professionnels sur l'expérience en fait, tester. Si je séquence mes activités, mes tâches, en fait j'observe que j'ai moins de douleur et pas de culpabilisation aussi derrière. Parce que ça, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on va beaucoup trouver chez les patients atteints de lombalgie chronique et de douleur. Au niveau des loisirs aussi, au niveau des activités, on peut aider les professionnels qui s'occupent de l'aspect physique à identifier en fait qu'est-ce que la personne souhaite en fait mettre en place dans sa vie, des nouveaux loisirs ou les mêmes mais de manière plus adaptée. On sait que dans la douleur, il y a une part psychologique qui est aussi importante parce que la douleur, on met souvent un sommeil altéré et donc on va pouvoir travailler aussi là-dessus. Et puis si la lombalgie chronique est liée à un accident, parce que ça peut aussi arriver, on peut quelquefois avoir des chocs post-traumatiques qui ont des conséquences avec l'hypervigilance et donc le sommeil un peu plus altéré et donc des contractions musculaires. Et là, le psychologue va pouvoir travailler aussi en EMDR, en hypnose de trauma, par exemple. Voilà. Ok, très bien. Donc là, vous parliez de EMDR aussi. Quel outil thérapeutique va être indiqué justement pour les patients, ce profil de patients? Déjà, on va commencer par la psychoéducation, après qui va pouvoir être alliée aussi par les collègues, médecins, kinés, tous les professionnels de santé. Mais connaître effectivement sa pathologie, connaître les enjeux, les mécanismes, donner du sens en fait à tout ce parcours de soins, c'est essentiel
pour avoir une observance thérapeutique en fait importante et donc avoir une meilleure efficacité effectivement de tout ce qu'on met en place. On peut travailler aussi avec les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, en fait, on va observer que les personnes peuvent avoir plus de représentations négatives de soi, du monde, des autres, et des distorsions cognitives, donc du catastrophisme, de la peur du jugement de l'autre, des injonctions, des culpabilisations. Et donc, on va travailler avec des outils pour rendre autonome en fait le patient avec ça. L'hypnose, qui est de plus en plus utilisée aussi au niveau médical, qui va permettre de travailler sur le stress, travailler aussi sur accoster un peu à l'anesthésie en fait quand la douleur est trop importante. Et donc on peut donner des outils d'auto-hypnose pour tout ça. Et puis enfin, le psychologue va aussi aider au niveau soutien par rapport à toutes ces démarches qui peuvent être longues. Et il peut être découragé. Et on va porter l'attention sur les réussites. Tout ce sur quoi il peut évoluer, ce qu'il réussit à faire, c'est très important de lui montrer en fait ce qu'il arrive à faire. Donc au final, le but c'est d'optimiser l'observation du corps pour le respecter, travailler sur les peurs liées à la remise en activité et puis à l'avenir, accepter la douleur puisqu'au final elle ne disparaît pas. Mais donner des outils, que ce soit physiques, que ce soit psychologiques, pour que le patient puisse au mieux gérer ça et au final apprécier, retrouver la confiance dans la personne, la nouvelle personne qu'il peut être et trouver un modèle de vie qui lui convient. Ok, très bien. Merci beaucoup Maryse pour cette présentation. Merci à tous et à toutes pour ces interventions. Donc on se laisse un petit peu de temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Et il ne faut pas hésiter, il faut profiter d'avoir des professionnels présents autour de cette table. Si, je me doute que vous soyez aussi des professionnels concernés aussi par ce sujet, mais est-ce que l'un d'entre vous a une question? Oui, merci. Je voulais demander peut-être plus l'atelier physique. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des choses qui pourraient être intéressantes à envisager dès presque le bas âge, enfin disons dès la période primaire, collège, à transmettre des choses simples de façon préventive pour réduire. J'étais assez effarée du 80% de personnes qui subiront une lombalgie au cours de leur vie. Est-ce qu'il y aurait préventivement des choses à faire auprès des enfants, des ados? Je vais vous donner un élément de réponse. Il y en a sûrement plusieurs. Ce que j'observe chez les patients et les patients que j'accompagne, c'est une méconnaissance de leur anatomie. Donc, à l'école, d'apprendre et de transmettre aux enfants des visions de leur corps, de leur anatomie, pas forcément du fonctionnement, mais juste de l'image pour que, dans le cerveau, ils puissent, dès leur plus jeune âge, imprimer comment est faite leur machine. Et que quand ensuite ils se retrouvent face à un professionnel, ils puissent s'exprimer avec des mots qu'on partage. Qu'ils puissent placer les organes dans leur corps. Donc pour moi, ça c'est un élément très important, qui peut faire la différence. Et puis ensuite, à travers le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de l'EPS, mais comment je bouge, qu'est-ce que je sens, donc c'est-à-dire toutes les pratiques de conscience corporelle, je lève mon bras, plus par exemple la danse, ils font ça les tout petits, hein. Mais ensuite ça perdure pas au primaire, au collège avec tous les changements, enfin voilà, c'est multifactoriel bien sûr, mais en tout cas c'est ce que je peux dire. C'est forcément pour compléter, mais ouais, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait forcément une activité qui soit la plus adaptée. Simplement essayer de maintenir quelque chose et de faire découvrir en incluant du mouvement quotidien va être la chose la plus importante. Ils ont la chance, en tout cas, quand c'est relativement jeune encore, d'avoir un corps qui est malléable. Donc le but, c'est aussi de leur faire découvrir des activités.
et de développer la connaissance. C'est exactement ce qui a été dit juste avant, c'est s'intéresser à leur ressenti et essayer aussi de leur faire proposer du nouveau. Parce qu'on se rend compte, mine de rien, que souvent l'arrêt de pratique dans un club sportif, ça arrive au milieu de l'adolescence, dans la fin de l'adolescence. Donc c'est très important de maintenir ce niveau d'activité physique-là à long terme. Bah, je rejoins sur ce côté-là, l'activité physique, faire bouger les gamins. La recommandation, c'est 1 heure d'activité physique chez les enfants. Comme on est très très loin, déjà, l'état, ce serait au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'on a un manque d'activité physique, on a les 2 heures de sport dans la semaine, une fois 2 heures, une fois 1 heure, c'est comme ça à mon époque, là, on est un peu toujours la même chose. Tant que les gamins ne bougent pas, les gamins ils ont perdu 20% de leur capacité en 30 ans. Capacité physique, vraiment chuté chez les gamins. Donc à partir du moment où, tant qu'on n'a pas mis des gamins à l'activité physique, pas parce qu'elle est, les faire bouger. Tant qu'on n'a pas fait passer ce message-là, alors, il y a au niveau gouvernemental, au niveau des instances nationales, il y a les parents. Les parents aussi, les gamins qu'est-ce qu'ils font, ils peuvent scruter leurs parents. Si les parents ne bougent pas, les gamins ne bougeront pas. Pas très bien que les jeunes sportifs, souvent les parents sont sportifs. Si les parents ne sont pas sportifs, les gamins ne sont pas sportifs. Tant qu'on ne peut pas passer ces messages-là de n'importe quelle manière, que ce soit des conseils de santé, ou comme dit au niveau national, au niveau vraiment gouvernemental, s'il n'y a pas de volonté gouvernementale d'instaurer vraiment une activité physique, de marteler les messages d'activité physique, on ne viendra pas. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignant d'activité physique adaptée et dans mes cours, j'ai plusieurs lombalgiques systématiquement tous les ans. Et en fait, 2 questions se posent. La première, vous avez parfaitement répondu au projet curatif qui manque, le médecin traitant, le kinésithérapeute, l'APA. Mais en fait, le premier problème qui se pose, c'est la continuité dans le travail. C'est-à-dire que soulager la douleur ponctuellement, par ce qui nous a été proposé, soit des traitements médicamenteux, soit des traitements non médicamenteux, avec la kinésithérapie. Mais pour nous, le problème, c'est la continuité dans le temps, c'est-à-dire qu'après les crises de lombalgie, continuer ce travail au long cours. Et là, le public n'est pas toujours conscient de cela. Et c'est le médecin traitant qui, normalement, devrait pouvoir, dans le cadre du sport sur ordonnance, inciter le patient à continuer à travailler en APR. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la prévention. Vous savez, comme tous nous entendons que l'assurance maladie est alors en déficit, comme c'est pas possible, et on sait maintenant qu'un tiers, pratiquement, des arrêts maladie sont liés à des lombalgies. Et des lombalgies dans le monde du travail. Donc, la semaine dernière, nous étions à Quimper avec un colloque avec l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et en fait, on nous incite, nous, les associations, à rentrer en prévention avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les administrations, pour essayer de mettre en place le sport sur ordonnance. Le sport, la gym de pause. Nous avons, à l'heure actuelle, à ce jour, tenté 3 expériences sur Brest, qui pour l'instant étaient négatives. On est intervenu au tribunal de Brest, port de commerce, 20 personnes qui restent 8 heures par jour assises pour taper des procès-verbaux, etc. La DRH a refusé le sport de gym. Deuxième, nous avons fait une intervention à la demande du service des douanes, du port de commerce, avec le personnel. Le directeur a suivi le cours avec nous pendant 1 heure en DOI, en prévention. Nous avons eu 3 personnes qui sont venues. Et il n'y a pas eu de suite. À ce moment, nous sommes en train de préparer un projet pour nous orienter vers les entreprises, vers la poste de Brest. Il y a 4 postes à Brest. La directrice sur Brest a l'air favorable. Maintenant, on attend le résultat de la direction. On va poser également 3 projets à Thalès et à la CMB également pour essayer de développer cette activité de gym de pause à 2 niveaux.
soit l'entreprise accepte que l'on fasse une démonstration pour inciter le personnel, soit ensuite former sur place des personnels de l'entreprise pour eux-mêmes relayer ce travail de gym de pause au long cours. Exemple, UBO, à l'heure actuelle, utilise les compétences d'un STAPS qui est en Master 2 et qui prépare une thèse sur justement le gym de pause, et il donne un cours de 1/4 d'heure par semaine à UBO, personnel qui travaille assis. Donc en fait, c'est le cadre de la prévention des lombalgies chroniques. Lombalgie, chronique ou pas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas, après... En fait, pour nous, le problème, c'est la continuité du travail que vous faites, vous tous, en tant que professionnels de santé. Et nous, sur le terrain, cette continuité, on ne l'a pas. Parce qu'en fait, les patients ne viennent pas vers nous, parce que vous ne nous les orientez pas. Oui, oui. Enfin, je dis vous ne vous orientez pas. Il y a aussi la volonté des personnes. Parce que quand on a 50, 60 ans, qu'on n'a jamais fait de sport toute sa vie, inciter quelqu'un à rentrer dans une activité physique, c'est loin d'être évident. Non, mais on est dans une culture où les gens, ils veulent rien faire et trouver du bien, mais pas être acteur, comme je dis. Je suis d'accord. Et le problème est là, je pense que chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau, on laisse moins parler ça, quel que soit le patient en lombalgie ou pas, je dis, vous devez faire l'activité, même une marche quotidienne, commencer par 30 minutes, arriver à 45 minutes quotidien. Le problème, c'est que je ne veux pas les marcher à sa place. Mais en fait, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que ces patients-là sont d'un niveau social moyen et élevé, quoi. Mais parce que c'est pas une question d'argent, c'est une Les question autres, culturelle. ça passe pas. On a l'habitude de les enfants, ils ne bougent plus parce qu'ils sont devant la télé ou devant les jeux. Et ils ne voient plus les parents, c'est pas une question des cases, parce qu'au niveau, comme d'autres choses, il y a le niveau économico-social. Mais là, c'est l'éducation. Et c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Il faut mettre dans la prévention, mais surtout dans l'éducation, et apprendre aux gens qu'il faut être acteur de ceux qui va nous faire du bien, et pas comme aujourd'hui, on est tous, ils font à notre place. Je paye, ils font à notre place. Et du moment où on ne les éduque pas à faire, je pense que le problème est là, et vous avez raison, mais c'est pas parce que nous ici, et pas que nous, mais on incite, c'est que les gens qui ne viennent pas à la poste et qui préfèrent aller faire autre chose que venir faire du sport. Et alors le problème en entreprise, c'est qu'à l'heure actuelle, les postes de direction sont tenus par des personnes qui ont un certain âge et qui ne comprennent pas que l'intérêt pour la société, pour la structure, de faire ces pratiques-là. Ça va diminuer les arrêts de travail. Et ça va améliorer la qualité de vie au sein de l'entreprise. Mais ça, on ne peut pas jouer au désert. Merci pour vos interventions. J'avais une question, c'était je suis enseignant à PA également. J'avais une question par rapport à l'aspect en effet pluridisciplinaire de la prise en charge de la lombalgie, chronique ou pas, mais en l'occurrence chronique. Est-ce que, là on a parlé du coup de cette importance-là, est-ce qu'il y a une vraie mise en réseau aussi, à savoir par exemple une personne qui va avoir, je sais pas, je pense à PA qui a pas aussi, une personne qui se dit tiens je vais faire de l'activité physique parce que j'ai une douleur de dos, et puis au final on soulève d'autres problématiques qui n'auraient pas forcément vu le médecin avant, des problématiques psychologiques ou orthopédiques, n'importe. Est-ce qu'il y a une vraie mise en réseau aussi, déjà rien qu'à l'échelle de Oise, il y a CPTS, j'ai vu rapidement l'affiche, j'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup plus loin, mais l'idée c'est de savoir, c'est peut-être justement l'idée là de faire cette mise en réseau là aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de construit derrière pour au moins avoir un cahier des charges ou un kit pour les parties. Alors, à l'échelle de la CPTS, donc, moi je suis pas dans le cours de travail je suis à lombalgie chronique qui s'inscrit dans la partie parcours. Je crois qu'il y a un projet d'ETP qui est au tout début en cours de réflexion et vraiment qui est vraiment aux prémices. Après, la CPTS va favoriser le contact entre les professionnels. En effet, le groupe de travail permet de se rencontrer, de dire ah oui,
toi, tu es kiné, tu travailles là, ok, c'est intéressant. Et du coup, ben, de savoir que, par exemple, un kiné qui reçoit un patient, et ben, Dr Simon, c'est son médecin, et qui dit ah oui, je connais Dr Simon, du coup, je vois comment il travaille. Donc, ça favorise ces liens-là, en tout cas. Sur le parcours, en tout cas, via ce pôle de TT, Marianne, donc Thierry, la récente unité de travail, peut-être que tu... Alors, normalement, nous avons une réunion pour l'éducation thérapeutique. Ce sera les jeudis 15 mai. Donc, pour voir si on peut mettre en place éventuellement ce projet qui nécessite quand même beaucoup de travail. Donc, beaucoup de réunions. Donc, on va voir si certaines personnes sont motivées. Voilà. Vous pouvez écrire si vous voulez, parce que vous êtes candidaté ou pas. Voilà. Ouais. Merci. Et du coup, c'est bien ça, c'est les prémices aussi un début de mise en réunion. Ouais, en tout cas, oui, enfin, voilà, on voulait voir pour l'éducation thérapeutique, et puis on a fait la fiche pour ça aussi. Voilà. Merci. Bonsoir. C'était une petite question pour rebondir sur l'intervention de monsieur. Comment orienter nos patients vers la pas, du coup, aux gens patients qui viennent Globalement, il y a une loi qui a été publiée en 2016 qui s'appelle la loi de modernisation du système de santé, qui nous permet de faire une prescription d'activité physique pour pas forcément les enseignants en activité physique adaptée, mais ça peut être aussi des kinésithérapeutes, ça peut être des éducateurs sportifs. Mais en gros, il existe une prescription type qui permet de remplir assez rapidement, quand on est professionnel de santé, vers le professionnel qui nous semble le plus adéquat. C'est une prescription qui, par contre, n'apporte pas forcément de remboursement de la part de la sécurité sociale, mais par contre, nous, on essaie en tout cas de la rendre de plus en plus obligatoire pour avoir notre prise en charge, parce que ça permet aussi, comme on disait, là, de faire du lien avec les différents professionnels. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas obligatoire d'avoir une prescription quand on vient dans notre cabinet, par exemple. Mais le but, c'est de petit à petit l'inclure de plus en plus pour qu'il y ait de plus en plus de liens qui soient faits. Et donc, comme je disais à Nicolas, de faire de l'interconnaissance au niveau des professionnels et de maximiser la communication entre ces derniers. Donc, c'est cette prescription-là, en tout cas, qui est le plus facile à faire. Du coup, c'est le médecin traitant qui doit faire certains financeurs. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être un spécialiste. Il y a aussi maintenant les kinésithérapeutes qui sont éligibles à cette prescription-là. Pour l'instant, c'est les 37 étapes. Mais en tout cas, ça commence petit à petit à s'élargir. C'était à la base une prescription qui était faite seulement pour les personnes en affection longue durée. Maintenant, on se rend compte que ça s'ouvre en tout cas à quasiment tout le monde. Les critères pour remplir cette prescription sont de plus en plus variés aussi et parfois un peu flous. Donc, globalement, on peut la faire, oui, pour la lombalgie chronique, mais pour tous les profils. Et j'ajouterais que donc, les soirées Parlons Santé, on a eu une soirée Parlons Santé sur l'activité physique adaptée, où on suivait un peu le parcours d'un patient qui se voit prescrire de l'activité physique adaptée avec un médecin généraliste et médecin du sport. Et donc si vous voulez avoir plus d'infos, c'est disponible sur la chaîne YouTube de la SVTS. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Bon, très bien. On va clôturer cette table ronde et puis continuer les échanges si besoin et envie autour du cocktail. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci.